Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va pas montrer le jeu directement mais parler un petit peu tier list. Ça faisait un moment que je n'avais pas abordé le sujet et il est bon d'y revenir de temps à autre. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une tier list? Eh bien c'est tout simplement le classement par échelle de puissance entre les personnages selon différents critères, hein, leur puissance brute, leurs statistiques, les équipements qu'ils peuvent porter, etc. Tout cela réparti en fonction des rôles de chaque personnage au sein du jeu. Donc eh bien on va voir ça ensemble. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé d'utiliser comme support la tier list du wiki Famitsu, plutôt que du wiki d'Altema, parce que aujourd'hui je considère la tier list de Famitsu meilleure que celle d'Altema, plus détaillée, avec davantage de personnages dans les différents classements, donc ça permet de se faire une bien meilleure idée de la puissance de tel ou tel perso selon leur rôle, alors que Altema a tendance à un peu trop mélanger les différents genres ou sous-genres de personnages, ce qui a tendance à un petit peu m'embêter. Donc je vais rafficher en bas de l'écran le lien vers ce wiki, donc wiki.famitsu.com/ffbravexvius. Vous pouvez d'ailleurs directement y accéder depuis le jeu en version japonaise. C'est le wiki qui est considéré comme celui officiel. Mais donc je remettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vais également mettre dans la description de la vidéo les timecodes vers les différentes parties du classement que j'expliquerai. Donc là, il y a 6 rôles différents hein, que l'on va détailler: attaquant physique, attaquant magique, soigneur, buffer, débuffer et tank. Donc vous aurez le timecode cliquable pour aller à la partie qui vous intéresse. Et on va donc commencer eh bien, par les attaquants physiques. Alors les attaquants physiques seront répartis en deux sous-types différents, les chainers et les finishers. Hein. Ce n'est pas tout à fait le même rôle, puisque donc les chainers c'est les personnages qui sont capables de produire énormément de hits pour incrémenter des chaînes et multiplier les dommages, hein, avec des chaînes spark et chaînes élémentaires. Alors que les finishers, ce sont des personnages qui font énormément de dommages sur un seul et unique hit, qui sont justement là pour profiter au maximum des chaînes produites par d'autres persos, pour mettre un coup final dévastateur. Donc on commence par les chainers. Donc les attaquants physiques, ça doit être certainement le classement avec le plus de personnages qui sont répertoriés, parce que bah, c'est ce qui est tout simplement sorti en plus grand nombre depuis le début du jeu. Et donc, dans ce début de liste, pour les chainers, nous avons Aileen. Alors, je vais pas faire une explication détaillée de chaque personnage, mais on va revenir rapidement sur leur force qui fait que les personnages se retrouvent en telle ou telle position. Hein. Donc, Aileen, elle, pourquoi elle est tout en haut? Eh bien, pour des choses plutôt simples. À l'heure actuelle, c'est le personnage qui peut faire le plus gros dommage avec sa grosse attaque, un pile driver qui fait du 250% de dégâts physiques en ayant la défense de 50%. Et ça débuffe surtout de moins 75% la résistance à la terre. En plus, comme elle possède une récompense de confiance qui lui donne des dégâts de terre, c'est absolument parfait. Le personnage a en plus de très gros stats et peut surtout équiper l'intégralité des armes et armures du jeu. Donc ce qui est parfait pour faire des tas de builds différents avec le personnage et l'adapter en fonction de l'adversaire qui se trouve en face de nous. Et voilà, si elle est en haut, c'est principalement parce qu'elle met moins 75% de debuff à la terre. Donc davantage de dommages une fois la vulnérabilité posée. Juste en dessous, nous avons Orlandu, donc qui avec ses enchantements comme Aileen a gagné un bon boost de puissance sur son Holy Explosion. Il a quasiment autant de dommages que Aileen. La petite différence qui le laisse en deuxième position, c'est que déjà d'une part il n'a pas autant de variété d'équipements, et ce sera le cas également de tous les autres personnages en dessous de la liste, hein. C'est pour ça qu'Aileen est quand même au-dessus, mais aussi parce qu'il ne met que moins 50% de résistance à la lumière, contrairement à Aileen qui met moins 75% sur son élément, donc un tout petit peu moins de dommages. Ensuite nous avons le Veritas de Ténèbres qui n'a pas encore reçu ses enchantements, mais qui est quand même très bien classé parce que c'est un Orlandu bis. Hein. Déjà, et ça vaudra également pour le personnage juste en dessous, Agrias, c'est que c'est un perso dont la plus grosse attaque, qui fait du multi-hit, a des hits répartis exactement de la même manière que le Holy Explosion d'Orlandu. Donc c'est deux personnages qui arrivent à comboter parfaitement l'un avec l'autre.
Et donc c'est quelque chose de très appréciable, parce que Orlandus c'est un personnage qui est toujours énormément partagé par les amis, pareil pour un personnage comme le Veritas de Ténèbres, donc c'est des persos que vous pouvez très facilement trouver et avoir en plusieurs exemplaires dans une même équipe, donc pour produire des chaînes c'est absolument parfait. Et le Veritas de Ténèbres en plus a un boost de stats intéressant lorsqu'il tombe en dessous de 30% de ses points de vie, il gagne plus 100% d'attaque et de défense physique. Donc même si pour l'instant en termes de puissance brute il est un petit peu en dessous des deux premiers, il reste malgré tout très très fort. Ensuite, Agrias, ben c'est avec ses enchantements devenu une Orlandu sans ses enchantements. C'est-à-dire qu'elle avait la puissance de base d'Orlandu, elle a un Holy Explosion qui est identique au Orlandu de base, donc qui se combotte parfaitement avec lui. Et chose assez rare pour être soulignée, c'est que Agrias est surtout une native 4 étoiles, parce que là, on est sur un classement avec des personnages qui sont pour la quasi-intégralité des natifs 5 étoiles, donc des personnages extrêmement rare à obtenir, alors qu'Agrias, elle, sera un personnage globalement assez commun et simple à avoir, et donc il sera tout à fait possible d'en récupérer plusieurs, de faire ses enchantements sur plusieurs Agrias, pour faire des combos de Lee Explosion vraiment dévastateurs. Si en plus vous avez un Orlandu ou un Veritas de Ténèbres qui traîne, c'est encore mieux. Donc rien que pour cet aspect-là, c'est pour ça que le personnage est aussi haut, pas à cause de sa puissance brute, mais au fait que l'on peut avoir plusieurs fois en doublon, qu'elle combotte bien avec d'autres personnages, donc parfait pour un chainer. Ensuite nous avons Tidus, donc Tidus avec ses enchantements il gagne une très grosse puissance brute, il fait de très très belles chaînes. Le souci c'est que c'est un personnage qui combatte un petit peu moins bien que ceux au-dessus, étant donné que son attaque multi-hit a des hits très rapprochés, ce qui fait que quand vous essayez de comboter avec un personnage dont l'attaque a des hits légèrement plus espacés, et eh bien ça a tendance à briser la chaîne, donc pas forcément idéal. Mais par contre plusieurs Tidus ensemble, ben c'est absolument excellent. En plus, c'est un personnage qui peut débuffer jusqu'à moins 100% la résistance à l'eau, tout en se donnant ce propre élément avec l'une de ses attaques. Donc il peut produire lui aussi de très lourds dommages, même s'il a besoin de faire plusieurs attaques différentes pour appliquer les debuffs, faire sa plus grosse attaque, se mettre l'élément haut. Donc ce qui fait qu'on perd un tout petit peu de dégâts par rapport à des personnages comme Aileen qui, dès le tour 1, font le maximum. Ensuite, nous avons le Chevalier Oignon. Donc le Chevalier Oignon qui produit des chaînes absolument monstrueuses, qui a une couverture élémentaire extrêmement intéressante, qui a une très grande variété d'équipements. Le personnage est extrêmement fort. Le seul souci, c'est qu'il n'a pas de debuff élémentaire, donc il fera un petit peu moins mal que ses compagnons qui se trouvent au-dessus. Il faut pas aller chercher plus loin que ça. Ensuite nous avons Béatrix, donc Béatrix c'est tout simplement une Orlandu++, elle a plus de stats d'attaque, plus de dégâts sur ses différents sorts. Le seul souci c'est que son nombre de hits et surtout la fréquence à laquelle se font les hits ne correspond pas parfaitement avec les autres attaques multi des personnages en haut du classement, ce qui fait que un peu comme pour Tidus, idéalement il faudra avoir plusieurs Agrias pour pouvoir comboter entre elles, donc c'est un personnage qui deviendra certainement beaucoup plus puissant à l'avenir avec des enchantements, et d'autres personnages qui pourraient sortir et qui proposeraient des attaques multi-hits qui se combotteraient parfaitement avec elle. Ensuite nous avons Nyx. Nyx il a un peu le même problème, il a aussi une bonne puissance d'attaque, des attaques qui font un bon multi-hit, et qui débuff en plus la résistance au feu de 50%. Par contre, lui, son souci, c'est que déjà, donc, il n'a pas énormément d'autres personnages avec qui chain parfaitement, et il a un petit déficit au niveau des équipements. Il est obligatoire de lui faire porter une dague au minimum pour maximiser sa stat d'attaque, et à côté de ça, il n'a pas énormément d'autres possibilités d'équipement, donc pour l'instant, eh bien, le personnage est desservi par rapport à des persos qui sont capables de porter des lances, des épées larges ou des katanas. Ensuite nous avons Fallen. Fallen en puissance brute il est vraiment équivalent à un Orlandu, il peut débuffer de moins 50% la résistance au vent, il fait autant de dommages et de multi-hit. Par contre il a un petit peu moins de variété d'équipements, et surtout le problème c'est que sa plus grosse attaque est fixée sur un élément, ce qui n'était pas le cas des autres personnages qui se trouvaient au-dessus, qui pouvaient très bien frapper en neutre ou d'un autre élément suivant l'équipement qu'il porte. Lui, quoi qu'il arrive, il sera obligé de faire des dégâts de vent, donc sur un adversaire
qui est immunisé à cet élément, et bien Fallen ne servira tout simplement à rien. Ce qui est juste le petit point dommageable et qui le met un peu plus bas dans la liste. Ensuite nous avons Tubi. Alors Tubi, ça fait partie des personnages avec qui je suis pas nécessairement tout à fait d'accord avec la tier list. Je l'aurais mis peut-être un poil plus haut, parce que c'est un personnage qui a énormément de variété d'équipement, qui est ambidextrie de base, qui a une très grosse stat d'attaque, et qui a des dommages extrêmement élevés. Après, encore une fois, c'est un personnage qui combatte pas parfaitement avec les autres, et qui surtout doit faire plusieurs actions pour déverrouiller l'accès à ses plus gros sorts à chaque fois, ce qui fait qu'elle perd parfois un petit peu de tours pour atteindre sa puissance maximum. Mais en termes d'attaquant physique brut, si on ne prend pas forcément en compte d'autres personnages avec qui créer des chaînes, le personnage est malgré tout extrêmement fort, l'un des attaquants physiques les plus forts du jeu à n'en pas douter, toutes catégories confondues, mais voilà, en pur chainer pour créer voilà, de longues chaînes, elle n'est pas idéale. Ensuite nous avons Lorraine qui est un peu dans le même cas, puisqu'elle ne pourra pas avoir accès en permanence à ses plus grosses attaques multi-hits, elle devra passer notamment par sa limit burst pour les débloquer, ou par une autre capacité qui lui booste sa stat d'attaque physique et magique. Par contre, sa limite burst pourra débuffer de jusqu'à moins 74% la résistance au vent et à la foudre, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en plus elle possède des attaques basées sur ces éléments-là. Mais donc, oui, le personnage ne peut pas produire ses dommages maximum à tous les tours. Il y aura forcément une latence tous les 3 tours pour redébloquer l'accès à ses plus gros skills. Par contre, elle combatte plutôt bien avec Aileen, donc c'est assez cool à ce niveau-là. Ensuite nous avons Knight Delita. Donc Knight Delita, il fait quasiment aussi mal qu'un Orlandu sans ses enchantements. Il a à peu près les mêmes stats. Lui, ses attaques sont basées sur les dégâts de foudre. Donc il peut s'appliquer l'élément foudre, il peut débuffer la résistance à la foudre de moins 50%. Le personnage est bon, il combatte lui aussi plutôt bien avec Aileen, mais en stat brut, il est un petit peu derrière les autres, c'est pour ça qu'il est que 13ème. Ensuite nous avons Prish. Donc Prish, elle aussi elle a besoin de faire d'abord des attaques au préalable pour débloquer l'accès à ses plus gros sorts. Par contre elle fait des dommages absolument monstrueux, elle a une attaque sur 15 hits, c'est vraiment très très élevé, mais elle a des problèmes d'équipement. Elle peut porter que très peu de variété d'équipement, donc niveau stats elle est un petit peu à la traîne. Mais avec des enchantements, tout cela pourrait changer, donc le personnage pourra éventuellement remonter plus tard. Ensuite nous avons Aura, donc, qui est une native 4 étoiles. Alors elle, en termes de stats, elle est assez proche d'Orlandu, Tidus ou Aileen sans leurs enchantements, donc elle est d'une puissance équivalente à Griaz, je dirais. Elle a une attaque multi-hit qui fait 12 hits, donc ce qui est plutôt bon. Par contre elle a moins de puissance brute, mais voilà, plusieurs auras ensemble, ça permet de créer d'assez grosses chaînes, donc pour un personnage de type Shainer c'est extrêmement bon, et elle est native 4 étoiles, donc c'est un personnage aussi assez simple à avoir en doublon. C'est pour ça qu'elle est quand même dans le classement. Et enfin nous avons Arid, donc c'était un personnage qui n'est désormais plus disponible dans le tirage du jeu, donc un personnage de Romancing Saga 3, qui a de très bons multi-hits qui peuvent bien se coupler avec les attaques multi-hits du Chevalier Oignon notamment. Il a une bonne stat d'attaque, une bonne variété d'équipements. Le souci étant que lui, il a besoin de débloquer l'accès à ses différentes attaques en utilisant les attaques moins puissantes, et ça fonctionne un peu de manière aléatoire. Il n'est pas garanti de débloquer l'accès à ses plus gros sorts à chaque utilisation. Donc ce qui fait que atteindre sa puissance maximale peut prendre plusieurs tours, on ne sait pas trop, donc voilà, c'est un petit peu dommage alors qu'il avait de très bonnes attaques multi-hits. Ensuite nous allons passer aux finishers. Donc les finishers, je rappelle, donc un seul et unique hit qui fait de très très lourds dommages. Donc en la matière, le meilleur c'est actuellement Cloud de Final Fantasy VII, notamment grâce à sa limit burst Omni Slash qui fait des dommages monstrueux, en particulier le dernier hit.
puisque donc c'est une attaque sur 25 hits, mais les premiers font des dommages, on va dire, assez classiques, et le dernier fait beaucoup plus mal. Donc si on arrive à faire coïncider une chaîne au moment où il fait son dernier hit d'Omnislash, eh bien il fera des dégâts monstrueux. En plus de ça, il possède d'autres attaques en insolite, notamment Climazard qui fait vraiment très mal, qui part très rapidement, donc c'est très facile de comboter avec lui, hein. Voilà, vous créez une chaîne et juste à la fin de la chaîne, quasiment en visuel, pas besoin d'avoir un timing à apprendre par cœur, hop, vous appuyez sur Cloud, il fonce direct, mettre son attaque avec Climazard, et c'est bon, ça passe. Ensuite nous avons Laswell version saison 2, donc lui il a accès à de grosses attaques en finisher en utilisant sa limit burst ou en utilisant une autre attaque au préalable. Il a soit des dégâts neutres, soit des dégâts de feu, soit des dégâts de glace, donc il peut faire des chaînes élémentaires au besoin. Il fait un peu moins de dommages que Cloud, mais par rapport à Climazard, lui, il fait plus mal. Par contre, voilà, il fait moins mal que la limite burst de Cloud. Ensuite, Lunes avec ses enchantements qui gagnent à la fois énormément de stats et sa plus grosse attaque qui fait de très lourds dommages, encore plus si on utilise son buff au préalable, hein, il fera l'un des multiplicateurs les plus élevés du jeu. En plus c'est une attaque qui fait vraiment qu'un seul et unique hit, donc là aussi assez pratique pour Chain. Donc le personnage, voilà, est très très fort, il n'y a pas besoin de s'étendre davantage là-dessus. Ensuite nous avons Noctis, donc Noctis qui à la fois avec sa plus grosse attaque et avec sa limite burst fait de très gros dégâts. Par contre la répartition des hits est un petit peu bâtard, il n'y a que son dernier hit sur ses attaques qui fait le plus de dommages, donc au niveau des combos c'est un peu moins pratique qu'avec un Cloud, Laswell ou Lunes, mais grâce à ses multiplicateurs très élevés et à sa grosse variété d'équipements, il reste malgré tout très haut dans la tier list. Ensuite nous avons le Veritas de Feu et Baltier, qui jouent un petit peu dans la même catégorie. Ils ont plusieurs possibilités de debuff élémentaire, s'appliquer des éléments, donc feu, terre, vent et ténèbres pour le Veritas de Feu, et feu, eau, foudre et lumière pour Baltier. En plus de ça, ils peuvent débloquer leur attaque ultime lorsqu'ils se prennent une attaque, ils ont 30% de chance de la débloquer au tour suivant, elle fait des dégâts monstrueux, mais si le Veritas de Feu est juste avant Baltier, c'est pour deux choses. La première, c'est qu'il a une meilleure variété d'équipements, et aussi parce qu'en dessous de 30% de ses points de vie, il gagne un boost de 150% de son attaque physique, ce qui fait qu'en stade brut, eh bien, il est un peu mieux placé. Ensuite nous avons Randy, donc Randy qui avec ses enchantements récupère énormément de stats, des attaques alors multi-hit par contre, ce qui rend sa position dans le classement un petit peu bizarre parce qu'il est même pas mis dans la liste des chainers, alors que si on le joue en ambidextrie, il peut tout à fait produire des chaînes vraiment monstrueuses. Et là, il est placé juste avant Nyx, et bien je dirais que si on devait le placer dans la tier list des chainers, il serait à peu près à la même place de mon point de vue. Mais si on veut maximiser à tout prix ses stats, eh bien il faut quand même le jouer en double end, et donc en faire plus ou moins un finisher, mais c'est un finisher dont ses attaques s'intègrent directement au milieu d'une autre chaîne, hein, c'est pas forcément un seul hit à mettre en fin. Malgré tout, le personnage est extrêmement fort. Ensuite, Nyx, il est également placé dans la tier list des finishers parce qu'il possède une attaque qui fait 750% de dommages sur tous les adversaires en insolite. Par contre, il sacrifie 20% de ses points de vie pour la lancer. Donc c'est un petit problème, mais un problème très léger. 20% de points de vie, c'est pas un très gros coup, et les dégâts qu'il peut produire sont quand même très élevés. Encore une fois, le personnage est moins bien placé que les plus gros finishers du jeu, tout simplement à cause de ses possibilités d'équipement qui sont moins étendues que les plus gros bourrins. Ensuite, avec ses enchantements, il y a Dark Knight Cecil qui est très bien placé, puisque lui aussi il a un 750%
de dégâts physiques. Par contre, ça lui enlève, lui, 60% de ses points de vie. Donc, eh ben, il y a deux écoles. Soit on le joue en double end, et là, ça sera pas vraiment un problème, puisqu'il a également, avec ses enchantements, une régène de 9999 points de vie à chaque tour. Donc, le fait de perdre des points de vie n'est en rien handicapant pour le perso. Par contre, si on le joue en ambidextrie, eh bien, il se suicidera à chaque fois qu'il lancera sa plus grosse attaque. Donc, idéalement, il faut posséder avec lui un personnage capable d'appliquer Auréole sur Dark Knight Cécile pour éviter qu'il fasse le paillasson à chaque tour, tout simplement. Par contre, il a sur sa plus grosse attaque également un debuff de moins 100% de résistance aux ténèbres, ce qui est très très fort pour faire encore plus de dommages, mais sa plus grosse attaque est justement une attaque de ténèbres, donc contre un adversaire immunisé à cet élément, eh bien il ne pourra pas se servir pour faire des attaques en finisher. Ensuite nous avons Béatrix et Knight Delita, donc les deux personnages, en plus d'avoir des attaques multi-hits, possèdent également des attaques sur un seul hit qui font quand même des dommages plus que corrects, donc c'est pour ça qu'on peut les utiliser en tant que finisher, même si pour le coup c'est pas des personnages qui brilleront le plus dans cette catégorie. Il reste malgré tout possible de les jouer de cette manière-là, suivant ce que vous avez dans votre équipe. Ensuite nous avons les deux autres personnages exclusifs de la bannière Romancing Saga 3, donc Julian et Katrina. Donc les deux personnages fonctionnent de la même manière qu'Arid, c'est pour ça qu'ils sont pas forcément très bien classés. Pour débloquer leurs plus grosses attaques, il faudra utiliser d'autres attaques au préalable, et le déblocage se fera de manière un petit peu aléatoire. Donc pour atteindre leur puissance maximum, eh bien on ne sait pas trop au bout de combien de tours on y aura accès. Pourtant les deux persos font des dommages extrêmement élevés, mais voilà, il faut attendre pour produire les plus lourds dégâts. Et enfin, en bas de cette tier list de finisher, nous avons Gilgamesh. Donc avec ses enchantements, sa plus grosse attaque a un meilleur multiplicateur de 100% de dégâts physiques en Iran, la défense de 65%. C'est le plus gros ignore défense du jeu d'ailleurs. Mais ça reste quand même moins élevé en termes de puissance brute que les personnages qui se trouvaient au-dessus de lui. En plus de ça, eh bien de base, ses plus grosses attaques ne font pas d'éléments ou ne mettent pas de debuff élémentaire, donc voilà, encore une fois en puissance brute, il est légèrement en dessous. Et enfin nous avons Firion, seul natif 3 étoiles de cette tier list d'attaquants physiques, qui avait quand même reçu de très bons enchantements. Sa plus grosse attaque donc fait mal et sur un seul hit, et surtout il a plein de killers, donc qui augmentent énormément les dommages qu'il produira suivant les types d'ennemis qu'il rencontre, et il a des killers sur quasiment tous les types d'ennemis en dehors de, je crois, les pierres peut-être et les machines, je sais plus exactement, mais voilà, faute de mieux, c'est déjà sympa Firion, mais il y a bien évidemment beaucoup plus puissant que lui. Par contre, et ça c'est comme pour Aileen, il peut équiper l'intégralité des armes du jeu, donc ça lui donne une bonne variété de builds, ce qui est tout de même appréciable. Bien, passons maintenant aux attaquants magiques. Donc là aussi les attaquants magiques sont divisés en deux sous-catégories, les chainers et les finishers. Donc on commence cette liste avec Transtera qui a reçu récemment ses enchantements et qui la rendent extrêmement puissante puisqu'elle peut dual skill sa Chaos Wave qui fait donc de très lourds dommages répartis sur 10 hits, donc 20 hits au total. Le personnage est très très fort, et en plus c'est une attaque non élémentaire, donc elle ne sera pas handicapée par une résistance quelconque face aux adversaires, donc c'est parfait. En plus elle a une très grosse stat d'attaque magique, donc le personnage est tout simplement divin. En dessous nous avons Lunella qui a récupéré en même temps que Transtera ses enchantements. Elle aussi elle a eu un très très gros boost au niveau de ses stats qui la rendent extrêmement puissante en attaquant magique, et en plus sa plus grosse attaque fait du 720% de dégâts magiques sur 30 hits. 30 hits c'est vraiment beaucoup, par contre elle ne peut pas la dual cast, mais c'est déjà énorme. Et l'autre petit souci c'est que c'est une attaque qui fait à la fois des dégâts de lumière et des dégâts de vent, donc sur certains ennemis immunisés à ces éléments, et ben voilà, elle sera un peu moins intéressante. Ensuite nous avons Ace, lui aussi avec ses enchantements, il a récupéré des choses très intéressantes, sa plus grosse attaque le Trilaser qui fait désormais 7 hits, et qui en plus peut parfois faire plus ou moins de dommages. En fait il fonctionne de manière un peu aléatoire, de base il fera plus ou moins autant de dommages qu'un Ultima, et
dans 10% des cas, il fera un multiplicateur tout simplement intolérable, plus de 2000% de dégâts magiques. On peut difficilement faire plus puissant, mais voilà. C'est aléatoire, mais malgré tout, les hits sont assez rapprochés, c'est plutôt pratique de chaîne avec deux ace, donc le personnage reste malgré tout très bon. Ensuite, nous avons Lulu, donc Lulu qui a une magie d'eau multite et qui peut être dual cast. Donc, tout simplement pour ça, eh bien, elle est dans la liste des attaquantes magiques Shainer. Il en va de même pour les personnages en dessous, donc William Shantoto, puisque William, donc lui, il a Quake qui fait également du multi-hit. Moins de multi-hit que le sort de Lulu, mais de par sa nature de 6 étoiles, il a quand même de très bonnes stats d'attaque magique, donc il fera globalement mal, et en plus c'est un natif 4 étoiles, donc assez simple à récupérer et à avoir en doublon. De la même manière, Shantoto, c'est une natif 3 étoiles, donc encore plus simple de la récupérer en doublon. Elle a Tornade qui fait autant de hits que le sort de Lulu. Donc parfait pour les chaînes, bien entendu duel castable. Par contre, la chose un petit peu embêtante avec ce personnage, c'est que pour l'instant elle n'a pas de 6ème étoile, elle est bloquée qu'à 5 étoiles, donc en termes de stats brutes, eh bien elle est un cran en dessous des autres personnages que j'ai cités précédemment. Ensuite nous avons Victoria qui a un sort de ténèbres sur 10 hits, donc qui est plutôt cool, qui n'est pas duel castable, mais avec plusieurs Victoria, voilà, on peut faire des combos assez intéressants, malheureusement bloqué sur un élément. Ensuite, nous avons en fin de liste pour ces attaquants magiques Shainer, donc Majin Fina qui a récupéré un Ultima Multit. Alors Transtera a également le même Ultima Multit. Le souci c'est que Ultima, c'est quand même un sort qui met du temps à produire ses hits, et les différents hits de Ultima sont assez espacés, donc je trouve pas ça idéal pour faire des chaînes. Par contre c'est une attaque qui est dual castable, donc ça reste quand même assez sympa. Mais voilà, pas aussi puissant que le haut de la liste. Et enfin nous avons Ash, donc sa plus grosse attaque qui fait 10 hits non élémentaires. Elle ne produit pas des dommages extrêmement élevés, mais encore une fois, voilà, c'est une native 4 étoiles, donc assez simple à avoir en doublon, surtout au moment de sa sortie sur sa bannière avec le taux de drop augmenté. Et donc plusieurs H ensemble, ça peut faire des chaînes assez cool pour mettre une grosse attaque de finish à la fin, donc elle est dans la liste. Ensuite nous avons les attaquants magiques finisher, donc ceux qui sont capables de produire le plus de dommages en une seule et unique attaque. En premier, eh bien, nous avons Sakura saison 2 qui a débarqué tout récemment. Elle a plusieurs attaques sur un solide qui font des dommages absolument monstrueux, et son plus gros sort est un sort de foudre dont les dégâts peuvent se stacker à chaque utilisation, avec 9 au total de stack possible. C'est une attaque de foudre qui en plus peut bénéficier d'un contre que possède Sakura, qui a 20% de chance de diminuer de 100% la résistance à la foudre d'une cible, donc les multiplicateurs peuvent tout simplement s'envoler, et puis elle n'est pas forcément bloquée que sur l'élément de foudre, puisqu'elle a aussi une attaque qui fait du 650% de dégâts magiques en niant la défense magique de 25%, et qui est non élémentaire. Donc quoi qu'il arrive, le personnage fera très mal en finisher. Ensuite nous avons l'empereur qui a l'attaque avec le plus gros multiplicateur si on arrive à le stacker à fond. Par contre c'est une attaque d'élément de feu, donc sur des ennemis immunisés à cet élément, eh bien il ne sera pas utile. Et comme elle n'est pas dual castable cette attaque, il met quand même 9 tours pour atteindre... 9 ou 10 tours, je sais plus exactement. Mais en tout cas, voilà, énormément de tours pour atteindre sa puissance maximale, ce qui n'est pas nécessairement très pratique. Par contre, il possède aussi un sort pour se buffer de 200% sa stat d'attaque magique, ce qui est extrêmement puissant. Il n'y a pas d'autres personnages comme ça qui possèdent un buff en combat aussi violent que lui. Donc en termes de puissance brute, voilà, l'empereur peut faire extrêmement mal, il est juste un peu contraignant à l'usage. De la même manière, un autre personnage un peu contraignant à l'usage, mais dans un genre différent, nous avons Dragon Lord, donc avec sa plus grosse attaque qui fait 2100% de dégâts de feu, donc tout comme l'empereur sur des ennemis immunisés à cet élément, eh bien il est inutile. Par contre, lui, il n'a pas besoin d'attendre un certain nombre de tours pour avoir la puissance maximale de son sort, il l'a disponible dès le début. La lourde contrepartie, par contre,
c'est que ça consomme énormément de MP. Avec son stock de MP classique, Dragonlord pourra lancer que 2 fois ce sort-là avant d'être à court de MP si on n'a pas de personnage voilà, pour régénérer des MP ou sans utiliser d'objets. Donc c'est un sprinter quoi. Sur très peu de tours il sera intéressant, sur des combats plus longs, eh bien il sera plus problématique à utiliser. Ensuite, nous avons Lunella qui est également dans la liste des finishers, puisqu'elle possède 2 attaques, une de lumière et une de vent, dont la puissance peut se stacker. Malheureusement, elles ne sont pas dual castables, mais là aussi, elle peut faire d'assez lourds dommages. Il en va de même avec la suite du classement, puisque Lulu possède entre autres Waterja et Sundaja, donc des sorts élémentaires dont la puissance se stack à chaque nouvelle utilisation, et qui eux sont dual castables, donc c'est vraiment très pratique. En plus, Lulu a elle un contre qui peut débuffer de moins 100% la résistance à l'eau, donc pour Waterja c'est absolument parfait. Ensuite nous avons William donc, qui a Stoneja, donc des dégâts de terre qui se stack, dual castable, donc parfait. Ensuite, eh bien, Victoria donc qui a Firaja, donc là aussi un sort élémentaire de feu dont la puissance se stack, qui est dual castable, bref. On va pas refaire le truc à chaque fois. Ensuite, nous avons Magin-Fina avec son sort Dystopia dont la puissance peut se stacker. Il a été augmenté par le biais des enchantements, donc il fait pas mal de dommages, mais il n'est pas dual castable, donc elle aussi, elle mettra un peu de temps pour atteindre la puissance maximale de son sort, et c'est une puissance qui n'atteint pas les mêmes valeurs que des personnages comme Dragonlord ou Empereur. Donc elle est moins intéressante en plus d'avoir une stat d'attaque magique moins élevée que la plupart des autres attaquants magiques de cette liste. Ensuite Shantoto, eh bien, elle possède pas mal de sorts en Ja, des sorts élémentaires en Ja, donc avec la puissance qui se stack, donc elle peut faire plutôt mal. Encore une fois, le souci du personnage, c'est qu'elle est que 5 étoiles maximum, donc en stat brute, eh bien, elle est largement en dessous des autres. Et enfin, nous avons Kuja, qui possède également Sundaja avec ses enchantements, donc il peut faire lui aussi plutôt mal sur Insolite. Par contre, c'est un personnage un petit peu le cul entre deux chaises, à la fois support, soigneur et attaquant magique, donc c'est pas un perso avec lequel on aura une stat d'attaque magique extrêmement élevée, et en cela, eh bien, voilà, il est qu'à ce niveau-là de la liste. Bien. Maintenant nous allons passer aux soigneurs, donc là pas de répartition différente de la liste, hein, c'est juste tous les soigneurs intéressants du jeu. Donc en premier, bah, bien évidemment on a Ayaka, hein, la meilleure healeuse et de loin de tout Final Fantasy Bravarius. Le personnage a tout simplement tout, et bah, c'est limite un personnage un petit peu anachronique au moment où il est sorti, et même encore aujourd'hui, c'est que sa puissance est tellement élevée qu'on a l'impression qu'elle est faite pour un contenu genre 6 mois dans le futur. C'est assez impressionnant. Elle a Dual White Magic, elle a le sort, elle est la seule à posséder le sort Kurada, donc un sort de soin encore plus puissant sur toute l'équipe, qui remet 6000, 7000 voire plus suivant votre stade de défense magique, et puis qui est donc dual castable, c'est tolérable. Elle possède tout un tas de sorts, elle a Mega Phoenix, elle a Auréole qu'elle peut dual caster, elle a des sorts qui régénèrent les HP et les MP, elle peut régénérer de 100% les HP de toute l'équipe, soigner les altérations d'état, soigner stop, en plus elle-même est immunisée à stop. Bref, le personnage est parfait, il n'y a rien de plus à dire. Ensuite nous avons Tilis qui avec sa 6ème étoile a récupéré énormément d'outils qui la rendent très intéressant. Elle a Mega Phoenix, elle a un sort qui remet 100% de vie à toute l'équipe, un sort qui remet des HP et des MP, elle peut buffer les résistances élémentaires. Le personnage est vraiment très bon, en plus d'être natif 4 étoiles, le seul souci c'est qu'elle n'est plus disponible dans le tirage actuellement. C'était un personnage à durée limitée, donc il faut à tout prix la pool au moment où elle sera disponible, mais elle est toujours très très forte. Ensuite nous avons Eiko qui a un peu moins de possibilités que les deux autres, mais qui a quand même de très bonnes stats, qui a Dual White Magic, qui a High Res, qui a différents sorts pour enlever les debuffs, ce qui est plutôt rare, donc c'est un perso assez intéressant et qui a donc une bonne puissance de soins, malgré tout. Ensuite nous avons Rem qui a un peu moins de possibilités, mais elle a Auréole qui n'est par contre pas dual castable. Elle par contre possède de base dual cast, ce qui est quand même pratique. Elle a également un sort qui
fait plus ou moins l'effet d'un Kuraja et qui en même temps soigne toutes les altérations d'état de l'équipe, ce qui est toujours extrêmement appréciable. Mais voilà, en puissance de soins brut, elle est un peu moins intéressante que les personnages au-dessus de la liste, en plus de ne pas posséder High Res, ce qui est dommageable. Ensuite, Yuna, Yuna ne possède pas de base de Dual Cast, de Dual White Magic, donc ce qui l'handicape un peu plus. Par contre, eh bien, elle a une bonne variété de sorts, elle a une limit burst très puissante, un peu de la même manière que Ayaka, qui peut soigner, ressusciter, mettre des buffs, etc. Et puis en plus, elle possède d'autres capacités de support, ainsi que des capacités offensives. C'est un soigneur un petit peu différent, qui ne sert pas seulement aux soins purs, mais qui a quand même beaucoup d'outils, ce qui fait qu'elle est quand même placée assez haute. Ensuite, nous avons Roselia, qui a obtenu sa 6ème étoile tout récemment. C'est le premier personnage à avoir triple White Magic. Elle peut caster 3 sorts de magie blanche durant le même tour, ce qui est assez intéressant, et ce qui lui donne une bonne puissance de soin, parce qu'elle peut faire par exemple 3 Kuraja au cours du même tour. Par contre, elle est un peu plus limitée au niveau de ses possibilités de soins d'altération d'état. Après, comme elle peut faire 3 sorts pour soigner des altérations d'état différentes par tour, ça reste quand même intéressant. Elle a une très bonne limit burst, et elle a également un sort pour faire plus ou moins l'effet d'un méga phoenix, mais en se sacrifiant. Cependant, si on fait une capacité qui mitige les dommages, au lieu de se sacrifier, eh bien elle arrivera à rester en vie grâce à la mitigation de dégâts. Donc même si elle est un peu contraignante pour tout ce qui est capacité de résurrection, elle reste tout de même assez puissante. Je vais me permettre quelques instants de boire un petit peu d'eau. Parce que à barjaquer comme ça, sur une longue vidéo pour expliquer toute une tier list, eh bien ça, ça rend la gorge un petit peu sèche. Ensuite, nous avons Y'shtola qui reste toujours intéressante, donc elle possède nativement Dual Cast, elle a des Protect Gash, Helga, des sorts de soins, de résurrection, bref, la panoplie indispensable d'un soigneur, donc elle est toujours bien classée. Luluka ensuite avec ses enchantements qui a un peu contrebalancé sa faible puissance de soin puisqu'elle a une énorme régène de vie pour l'équipe qui dure 20 tours, ce qui est beaucoup. Donc en plus elle, avec ses enchantements, elle possède tout comme Rem un sort avec une puissance équivalente à Kuraja et qui soigne toutes les altérations d'état, ce qui est plutôt pratique. En plus d'avoir quelques capacités de support assez intéressantes. Ensuite nous avons une soigneuse assez particulière puisque Hunter Fina ne possède que des capacités spéciales, pas de sort de magie blanche, donc pas de possibilité de les dual cast. Par contre elle a un sort qui restaure 100% de points de vie à une cible, elle a un sort aussi qui restaure des points de vie, qui soignent les altérations d'état, un autre sort qui a un peu plus de puissance de soin qu'un Kuraja. Elle peut remettre aussi 30% de HP et de MP à une cible, elle a Auréole, et donc tout ça fait que le personnage a quand même de l'utilité, en plus d'avoir quelques autres outils qui ne sont pas forcément propres au rôle de soigneur, mais qui peuvent valoir le coup. Et là aussi il faut faire attention, par contre c'est un personnage à durée limitée, donc si vous voulez la voir, il faut la pull au moment où elle sera mise à disposition. Ensuite nous avons Arya qui elle aussi a une panoplie plutôt classique de son, mais elle a l'avantage d'avoir Méga Phoenix, donc une full résurrection de zone, ce qui est assez rare, et c'est pour ça qu'elle est quand même dans le classement à une assez bonne place, suivi de Riku, donc qui est plutôt un personnage de support, mais en fait Riku c'est un peu pourquoi s'embêter à soigner les potes quand on peut les faire ressusciter à chaque tour, puisqu'elle possède Méga Phoenix elle aussi, et surtout avec sa limit burst elle peut appliquer Auréole sur toute l'équipe, donc c'est un peu une forme de soin aussi, et c'est pour ça qu'elle est malgré tout dans le classement, même si elle n'est pas à proprement parler une vraie soigneuse. Ensuite nous avons Refia qui est actuellement sur la version japonaise, tous un petit peu, comme on peut le voir avec sa position dans le classement. Elle a une assez bonne panoplie, elle a un peu plus de puissance de soin avec ses enchantements, notamment son sort qui booste l'attaque et la défense physique de toute l'équipe, qui en plus fait l'équivalent d'Akuraja au moment où elle le lance, ce qui est assez pratique pour éviter de dépenser complètement un tour sans soin.
Mais voilà, elle ne possède pas nativement Dual Cast, donc ça la pénalise plutôt pas mal par rapport au personnage en haut de la liste. Il faudra impérativement l'avoir sur elle pour la rendre intéressante, auquel cas elle est toujours meilleure qu'une Y'shtola par exemple, si elle a Dual Cast. Ensuite nous avons Guja, donc comme je l'ai dit précédemment, qui est un peu le cul entre deux chaises entre attaquant magique, support et soigneur, parce qu'il possède Kuraja et avec l'une de ses capacités il peut débloquer l'accès à Dual Cast durant plusieurs tours, donc si besoin il peut faire du soin, mais ce n'est pas non plus un personnage dont ce sera le rôle principal, donc il reste malgré tout assez dispensable pour un pur soigneur. Ensuite nous avons le Veritas Do qui peut être buildé à la fois en attaquant magique et en soigneur. Donc en attaquant magique il est plutôt faible, en soigneur il n'a pas la panoplie complète que l'on pourrait espérer pour un personnage de ce genre. Donc il est assez mal positionné, mais il peut débloquer l'accès à Dual Cast lui aussi, donc il a moyen de soigner correctement malgré tout. Ensuite nous avons Krill, donc qui a tout simplement accès à Kuraja et Dual Cast, donc rien qu'avec ça en permanence, elle a une puissance de soin correcte, mais le personnage ne peut aller qu'à un maximum de 5 étoiles, un peu comme Shantoto, même si elle est des outils cool, en puissance brute, elle est plutôt limitée. Avec ses enchantements, on a également Dragon Lord qui peut toujours servir de soigneur d'appoint, puisqu'il a un sort qui fait davantage de soins qu'un Kuraja, et qui soignera également toutes les altérations d'état de l'équipe, donc c'est plutôt sympa. Mais voilà, comme j'avais dit, c'est un personnage contraignant à l'usage, parce qu'il consomme énormément de MP avec sa plus grosse attaque, donc ce sera très compliqué de pouvoir se servir de lui régulièrement pour soigner l'équipe. Mais bon, il peut soigner malgré tout. Et enfin nous avons en bas de la liste Ash, qui avec sa plus grosse attaque, en plus de faire des dégâts neutres sur toutes les cibles en multi-hit, fait également du soin en multi-hit, donc tous les hits mis bout à bout, ça fait l'équivalent d'un Kuraja. Ce n'est pas une attaque dual castable, donc la puissance de soin de Ash est assez faible. Surtout qu'à côté de ça, elle n'a pas énormément d'outils, elle a quand même une capacité pour soigner les altérations d'état de l'équipe, mais c'est à peu près tout. Par contre, si on a par exemple une équipe avec 2 haches en même temps, là en multi elles produiront suffisamment de soins pour pouvoir maintenir à flot correctement vos personnages, mais voilà, elles n'auront pas d'option de résurrection et compagnie. Bien, il est maintenant temps de passer aux buffers. Donc là les buffers sont répartis en plusieurs catégories, donc buffer de stats, buffer de résistance élémentaire et enfin buffer en ce qui concerne la mitigation de dégâts. Donc d'abord les stats. En haut de la liste nous avons Ramza avec son Hero's Rhyme boosté par les enchantements. Et bien le personnage est vraiment très puissant, hein. 100% supplémentaire à toutes les stats pour l'intégralité de l'équipe, plus une régène de vie et une régène de MP. Le personnage est extrêmement fort et c'est vraiment le support le plus appréciable du jeu, à n'en pas douter. Juste derrière nous avons Roy qui a une Limit Burst qui fait un peu plus que le Hero's Rhyme de Ramza, hein, un boost de stats pouvant aller jusqu'à 124% pour toute l'équipe. Et derrière il a des champs qui au final lorsqu'ils sont mis tous bout à bout, parce que c'est une sorte de combo sur plusieurs champs, et après le champ final qu'il débloque peut être réutilisé à l'infini, est plus puissant que le Hero's Rhyme de Ramza. Par contre il est un peu plus contraignant à l'usage puisqu'il faut d'abord lancer différents champs pour avoir la puissance maximum du personnage, et s'il venait à mourir, et ça resetterait un peu son compteur de champ, ce qui ferait qu'on serait obligé de recommencer depuis le début. Donc il a un temps de chauffe un peu plus long que Ramza qui lui est opérationnel dès le premier tour avec son Hero's Rhyme. Ensuite nous avons Lunella avec ses enchantements, elle a récupéré aussi quasiment un Hero's Rhyme, elle a juste un peu moins de puissance puisque au lieu de booster de 100% les stats de toute l'équipe, comme le Hero's Rhyme de Ramza, ça booste de 90% les stats, donc 10 petits pourcents de moins, ce qui la rend forcément un peu moins intéressante que les deux premiers, mais malgré tout elle est quasi équivalente, donc tout aussi intéressante, puisqu'en plus elle propose une régénération de HP et de MP en plus du boost de stats. Ensuite nous avons Soleil, donc qui peut booster de 100%, voire même jusqu'à 120% une stat précise pour toute l'équipe.
En fait, sa mécanique est un peu particulière, elle a 4 sorts qui boostent de 100% une stat pour toute l'équipe, et si au tour suivant on utilise un autre sort, ça aura pour effet de booster à 120% la stat liée au sort que l'on vient de lancer, plus la stat du sort que l'on avait lancé au tour précédent. Donc c'est un meilleur boost que le Hero's Rhyme de Ranza, mais à côté de ça on n'a pas de régénération, de points de vie ou de points de magie, juste des stats pures. Ensuite nous avons Tidus, donc avec l'une de ses attaques il peut booster de 60% toutes les stats de l'équipe, donc c'est plutôt cool. Et en plus de ça, il a d'autres petites capacités de support, notamment une attaque qui augmente de 100% la résistance à l'eau de tout le monde, et qui donne en plus une régène de MP, donc même si c'est pas son rôle principal, Tidus peut avoir un petit rôle de support qui le rend intéressant. Et enfin, nous avons également Crow qui booste plutôt bien les stats, soit 40% pour toute l'équipe durant plusieurs tours, ou bien 100% sur une stat précise pour un personnage durant plusieurs tours. Donc ça c'est plutôt intéressant, et puis en plus elle a d'autres capacités de support, notamment avec sa limit burst. On aurait pu également rajouter Minfilia dans les boosts de stats, mais du coup elle serait en dessous de Crow, elle est un peu moins intéressante, hein, Minfilia. En plus Crow a aussi des capacités d'attaque magique ainsi que de la régénération de points de vie avec Kuraja, donc ça en fait un support plus appréciable. Ensuite au niveau des boosts de résistance élémentaire, bien évidemment la meilleure en la matière c'est incontestablement Marie, du boost sur tous les éléments pour toute l'équipe, ou alors des sorts augmentant de 70% la résistance face à un élément précis, et ce sont des sorts qui sont dual castables. Elle possède en plus nativement dual castable, donc le personnage est vraiment très puissant. Elle a en plus un contre qui peut augmenter les résistances élémentaires de toute l'équipe lorsqu'elle se reçoit une attaque, donc le personnage est tout simplement divin dans ce rôle. Ensuite nous avons Riku qui elle aussi a un sort très puissant, ce qui la rend appréciable. 40% de résistance à tous les éléments et 30% de mitigation de dégâts en même temps durant 3 tours pour toute l'équipe. Le seul souci c'est que c'est une capacité que l'on peut pas utiliser en permanence, il faut obligatoirement l'activer via une autre compétence, donc il peut arriver qu'à certains tours on n'y ait pas accès alors qu'il aurait fallu. Ce qui fait qu'elle est un poil moins intéressante que Marie. Ensuite nous avons Chloé qui peut booster de 70% la résistance aux différents éléments. Elle a aussi une limit burst qui peut booster davantage la résistance aux éléments, donc elle est plutôt intéressante. Par contre ce sont des capacités spéciales, elles ne peuvent pas être dual cast, ce qui est un tout petit peu dommageable, mais elle est malgré tout assez intéressante. En plus il me semble qu'elle possède un contre qui peut remettre des points de vie, si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit celui de Minfilia, parce que je sais que Minfilia possède aussi ce genre de capacité. Là je dois vous avouer que j'ai un petit trou. Donc Minfilia, un peu comme Chloé, elle aussi elle a la possibilité de booster de 70% la résistance à un élément pour elle possède tous les types d'éléments. Mais ce sont encore une fois des attaques pas dual castables, donc moins intéressant que Marie. Et ensuite en bas de la liste, pour les personnages capables de buffer les résistances élémentaires, nous avons Garnet qui a un sort de soin qui en plus met 40% de résistance à tous les éléments pour l'intégralité de l'équipe, ce qui est vachement cool. Et Olan qui lui aussi a un sort qui peut booster de 40% la résistance à tous les éléments, en plus d'augmenter la stat de défense magique. Donc ça aussi c'est toujours quelque chose d'assez appréciable, mais les personnages sont quand même moins efficaces que les premiers du classement. Et ensuite nous avons les personnages faisant de la mitigation de dégâts. Donc la mitigation de dégâts c'est quelque chose qui est extrêmement important plus on avance dans le jeu, parce que c'est quelque chose qui va réduire les dommages que l'on recevra et qui se stackera en plus des différents sorts qui boostent les statistiques de défense physique ou magique de nos personnages. Donc eh bien avoir de la mitigation c'est extrêmement cool. Donc en la matière, en haut de la liste nous avons Crow et 9S qui ont tous les deux un sort qui met 30% de mitigation de dégâts pour toute l'équipe,
et cela sans aucune restriction, hein, c'est un sort auquel on a accès en permanence. D'ailleurs, la récompense de confiance de 9S, c'est un accessoire qui débloque entre autres l'accès à une capacité pouvant mettre 40% de mitigation de dégâts pour toute l'équipe. Par contre, ça ne dure que 2 tours, ce qui est un peu moins pratique, mais c'est le meilleur boost de mitigation de dégâts, encore mieux que ce que les personnages possèdent nativement en termes de stats brutes. Ensuite nous avons Riku, comme j'ai dit plus haut, hein, son sort qui fait 40% de résistance à tous les éléments et 30% de mitigation de dégâts. Le seul souci c'est qu'on peut pas l'utiliser en permanence, donc c'est pour ça qu'elle est que 3ème pour la mitigation de dégâts purs. Ensuite nous avons Sakura qui avec ses enchantements a une mitigation de dégâts de 20% et qui en plus met un boost de 40% de défense physique et magique pour toute l'équipe. Donc c'est un très bon sort pour augmenter la défense de nos personnages. Malheureusement Sakura est limitée à 5 étoiles maximum en rareté, donc en stat brut elle est un peu moins intéressante que les premiers personnages. Et enfin nous avons en bas de cette liste le Veritas de Terre et Hunter Fina qui possèdent tous les deux des sorts capables de mitiger de 20% les dégâts durant plusieurs tours pour toute l'équipe. Alors Hunter Fina c'est un poil plus intéressant parce que son sort dure 4 tours alors que le Veritas de Terre ça ne dure que 3 tours. Mais à côté de ça, le Veritas de Terre a également une Inhibit Burst qui peut mitiger dommages. Il peut également augmenter sa défense et se mitiger ses dommages sur lui-même. Donc en pur mitigateur de dommages, il a un poil plus d'intérêt que Hunter Fina. Voilà donc pour les buffers. Alors on pourrait limite rajouter une autre catégorie, ça serait les personnages un peu type Gourdamana, ceux qui remettent vraiment des MP, parce que c'est quelque chose de très important aussi désormais dans Brave Exvius, avec des combats qui durent parfois très très longtemps, on peut se retrouver facilement à court de MP, donc bien entendu dans ce domaine, eh bien, si on devait faire un petit classement, les personnages tels que Lunella, Ramza et Roy seraient tout en haut du classement, puisqu'avec leur Heroes Rhyme ou équivalent, ils mettent de la régène de HP et de MP à chaque tour, donc c'est super pratique, mais on a également d'autres personnages comme Ace qui a, avec ses enchantements, une très très bonne régène de MP, qui en plus fonctionne de manière aléatoire, donc de base ça met déjà pas mal de MP, mais ça peut en remettre encore plus. On a également Prish qui avec l'une de ses attaques combo peut remettre je crois 120 MP à toute l'équipe, ce qui est plutôt cool, et on a encore d'autres personnages comme Sakura saison 2 qui remet des MP pour toute l'équipe, 90 MP répartis sur 3 tours, et qui en plus a 20% de chance lorsqu'elle se reçoit une attaque de faire un contre qui régénère de 30 points les MP de toute l'équipe. Donc ce personnage là aussi est extrêmement intéressant pour de la régène de MP. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ils n'ont pas fait de liste comme ça sur Famitsu, mais je pensais que c'était plutôt bon quand même de le signaler. Ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes à chercher chez un buffer, enfin chez un personnage de support de manière générale. Maintenant on va passer au débuffer. Donc là c'est réparti sur 3 catégories différentes. Donc nous avons d'abord les debuffers sur cible unique, les debuffers sur tous les adversaires et enfin les debuffers élémentaires. Donc en debuffer sur cible unique, eh bien le plus intéressant c'est Ramza malgré tout, avec ses enchantements. Il débuffe de moins 60% l'attaque physique ou l'attaque magique. Hein. Bon, il ne débuffe pas la défense physique et magique, mais finalement plus que diminuer la défense d'un adversaire, ce qui est le plus important, surtout face aux gros boss, c'est de débuffer leur puissance d'attaque pour survivre le plus possible. Donc il a le debuff le plus puissant, Ramza, donc c'est lui qui offre une meilleure survivabilité en tant que debuffer. Ensuite, nous avons 9S qui peut débuffer de moins 50% chacune des stats d'un adversaire, et en plus il possède une limit burst qui débuffe de 50% toutes les stats tout en appliquant de manière garantie l'effet de virus. Donc si l'adversaire est vulnérable à virus, ça débuffe en plus les stats. Je rappelle, virus c'est une altération d'état qui diminue de 10% toutes les stats d'un adversaire, donc lui aussi en debuffer
il est vraiment très bon. Ensuite nous avons Tim, donc qui comme 9S peut débuffer de moins 50% chacune des stats d'un adversaire, et qui lui aussi a une limite burst qui peut débuffer jusqu'à 59% toutes les stats d'un coup d'un adversaire. Petite contrepartie par contre qui le met qu'en 3ème position, et bien c'est qu'il n'est maximum que 5 étoiles, donc en stats brut, et bien il offre moins de survie que les autres personnages. Ensuite nous avons Lorraine, donc, qui déjà est très forte en débuffer pour tous les adversaires, puisqu'elle a Arm Eraser et Armor Eraser, donc moins 45% d'attaque physique et magique sur toutes les cibles, ou moins 45% de défense physique et magique, pardon, sur toutes les cibles. Mais en plus de ça, elle a une attaque qui débuffe de 45% toutes les stats d'un adversaire, et elle a cette même attaque en contre. Lorsqu'elle se reçoit un coup, elle a 20% de chance de débuffer de 45% toutes les stats d'une cible. Donc eh bien c'est super pratique comme ça d'avoir un debuff de toutes les stats. Ensuite, nous avons Orlandu avec ses enchantements, son attaque qui débuffe l'attaque physique et magique passe à 45% et dure 5 tours, donc c'est plutôt pratique, même si c'est pas son rôle principal. Et ensuite nous avons Nyx, qui lui aussi peut débuffer de 45%, alors d'un côté l'attaque et la défense physique d'une cible, et de l'autre l'attaque et la défense magique. Donc toujours appréciable. En plus c'est deux sorts qui font des dommages assez élevés pour une capacité qui doit normalement se contenter juste de débuffer. C'est du 200% de dégâts physiques en ayant la défense de 50%. Donc c'est plutôt bon pour quelqu'un qui est de base attaquant physique. Ensuite nous avons les debuffers en AOE, donc la première c'est Lorraine, notamment grâce à ce que j'ai expliqué avant, hein, donc son arme et Armor Eraser, son contre, etc. Parce que oui, le contre peut proc plusieurs fois par tour si plusieurs adversaires l'attaquent, donc elle peut débuffer tout le monde si on a de la chance. Ensuite nous avons le Veritas de Ténèbres, parce que eh bien, il peut débuffer de 45% toutes les stats de tous les adversaires avec un sort. Le souci par contre, eh bien, c'est que ça coûte 80 MP, il n'a pas un pool de MP extrêmement élevé, mais ça reste quand même un sort extrêmement intéressant pour du debuff de masse. En plus de ça, eh bien, il a un contre qui débuffe de moins 100% la résistance aux ténèbres, ce qui est le cas aussi d'autres personnages comme Lulu, le Veritas de Feu, le Veritas de Lumière, Sakura, etc. Donc c'est pas la chose principale à retenir sur lui, mais voilà, il a son sort de debuff en AOE qui font que ça reste un débuffer intéressant. Nous avons ensuite Desh qui débuffe de 45% de stats sur tous les adversaires, et lui il a des combinaisons inédites. Par exemple il peut débuffer l'attaque physique et la défense magique, la défense physique et l'attaque magique, enfin bon voilà, on peut avec ce personnage vraiment faire des debuffs à la carte suivant le type d'adversaire que l'on rencontre, et donc il est assez pratique, mais il n'a pas du debuff de toutes les stats d'un coup sur l'intégralité des adversaires, donc ce qui le rend un peu moins intéressant que les deux premiers. Ensuite nous avons Warrior of Light. Donc Warrior of Light, tout comme Lorraine, il possède Arm et Armor Eraser, donc moins 45% d'attaque physique et magique, ou de défense physique et magique sur toutes les cibles. Voilà, rien que pour ça, c'est un débuffer en AOE intéressant. Et enfin, nous avons Elfried, qui avec l'un de ses sorts de provocation peut débuffer durant 2 tours de 45% l'attaque physique et magique de toutes les cibles. Donc là aussi, voilà, du debuff en AOE plutôt sympa, mais moins puissant que les personnages précédents dans la liste. Et enfin, pour ce qui est des debuffers élémentaires, donc il y a plein de personnages qui peuvent débuffer les éléments, mais là ce qu'on recherche, c'est des personnages qui ont la meilleure couverture de debuff élémentaire. Donc en la matière, le premier, eh bien c'est Ace avec ses enchantements, puisque son tri-laser débuffe de 75% la résistance au feu, à la foudre et à la lumière, ce qui est, est extrêmement fort, hein. Moins 75% sur 3 éléments, c'est très cool. Ensuite, nous avons Seven, qui débuffe de 70% la résistance au feu, à la glace et à la foudre, donc là aussi triple debuff élémentaire et plutôt puissant, c'est intéressant.
Dans la suite de la liste, nous avons le Veritas de Feu et Balsier qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont 4 attaques différentes qui chacune débuff de 50% un élément tout en leur impliquant sur leurs attaques ce même élément. Donc pour le Veritas de Feu, ça couvre le feu, bien évidemment, le vent, la terre et les ténèbres, et Baltier c'est le feu, l'eau, la foudre et la lumière. Donc 4 possibilités de debuff élémentaires, c'est très très cool. Ensuite nous avons Marie, donc qui elle ne peut débuffer des éléments que grâce à l'un de ses contres, mais par contre... je dis beaucoup trop contre dans une même phrase, c'est double debuff à chaque fois de moins 50% il me semble, face à 2 éléments en même temps, et qui peut donc proquer plusieurs fois si elle se reçoit plusieurs attaques. Malheureusement ça fonctionne de manière aléatoire, donc ça la rend forcément moins intéressante que les premiers du classement. Et enfin nous avons Tim, qui peut débuffer de moins 40%. La résistance, alors pour un de ses sorts c'est feu, glace, foudre, un autre sort c'est eau, vent et terre, et un dernier ténèbres et lumière, donc plutôt pratique, mais le debuff est moins puissant que les précédents personnages. Et puis voilà, à côté de ça, bon, il a aussi son debuff de stats qui est plutôt intéressant, mais par sa nature de 5 étoiles maximum, il a moins de survie dans une équipe et dans de gros combats, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus bas dans la liste. Voilà, maintenant on va passer à la dernière liste, le classement des tanks, donc là qui est encore une fois réparti en 3 sous-catégories. D'abord, la possibilité d'attirer le plus possible l'aggro sur soi. En deuxième catégorie, la possibilité de couvrir un allié. Et enfin, les tanks magiques. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une 4ème catégorie, je ne me rappelle plus. Donc, il y a les couvertures, l'aggro, la couverture d'un ami. Ah oui, non, c'est la couverture de tous les amis, la couverture d'un ami et les tanks magiques. D'accord, ok. Donc on va commencer par la génération d'aggro. Donc le premier de la liste, eh bien c'est Wilhelm, puisqu'il a un taunt qui attire l'aggro à 100% sur lui durant 3 tours, et en plus, avec ses enchantements, ça mitige les dommages qu'il reçoit de 40% également durant 3 tours. Donc eh bien, on peut difficilement faire mieux. En plus il possède de base Draw Attack, donc il augmente de 50% les chances d'être pris pour cible par les adversaires naturellement. Donc eh bien, parfait quoi, pour attirer l'attention sur lui. En deuxième, nous avons le Metal Slime, donc qui avec sa limite burst peut attirer l'aggro sur lui de 100% durant 3 tours. Et l'autre gros avantage du Metal Slime, c'est grâce à ses stats, eh ben, il tankera extrêmement bien, donc il a une très très grosse survivabilité, et pour un tank qui attire l'aggro, eh bien c'est parfait. Ensuite, nous avons Warrior of Light qui, avec ses enchantements, possède lui aussi une taunt de 100% durant 3 tours. Voilà, très pratique. En plus, il a des contres qui lui permettent de régénérer ses HP et ses MP. Et un boost de stats lorsqu'il tombe en dessous de 30% de sa vie, donc lui aussi possède une bonne survie, même si ses points de vie feront davantage le yo-yo que le Metal Slime et Wilhelm. Mais le personnage est très bon. Ensuite nous avons Elfried qui possède 2 taunts à 100%, qui durent à chaque fois 2 tours, donc un peu moins bon. Par contre, pour l'un de ses taunts, ça augmente de 80% il me semble, son attaque physique et magique. Et un autre, eh bien, ça débuffe de moins 45% l'attaque physique et magique de tous les adversaires. Donc c'est des taunts qui ont une petite utilité en plus, par contre elle tankera moins bien que les premiers du classement. Ensuite nous avons le Veritas de Terre qui lui aussi a une taunt de 100% durant 2 tours, et qui a une assez bonne survie, mais voilà, sa taunt dure moins longtemps et n'a pas d'autre particularité que de simplement attirer l'aggro, donc il est un peu moins bien classé. Nous avons ensuite Oga qui alors n'est pas réellement un tank, mais qui possède malgré tout avec sa limite burst une taunt à 100% durant 3 tours, ce qui est plutôt bon, mais eh bien il ne possède pas des stats réels de tank et n'a pas non plus de gros outils de tank à côté de ça. Il a un bon pool de points de vie, mais il n'a pas une très bonne défense, malgré les buffs qu'il peut se mettre, donc on peut pas vraiment le considérer comme tank, mais en termes d'aggro pur, eh bien,
il faut malgré tout le mentionner. Ensuite nous avons bien Noctis qui a une taunt à 100% mais qui dure qu'un seul tour, donc c'est plus un tank de substitution qu'un véritable tank, mais malgré tout il peut tirer complètement l'aggro sur lui si le besoin s'en fait ressentir, et même s'il n'a pas de très bonnes stats pour le tanking, on peut malgré tout le builder pour qu'il résiste un peu mieux, et puis il a de très bonnes capacités d'esquive si en plus il porte l'anneau des Lucy, donc il a malgré tout un peu de survivabilité. Et enfin nous avons Snow, donc qui lui n'a pas de taunt à 100%, il a que une taunt classique à 70% d'attirer l'aggro sur lui. Par contre, tout comme Wilhelm, il possède nativement draw attack, donc 50% de chance d'être pris pour cible de manière naturelle, donc ce qui fait qu'il a quand même de bonnes capacités pour attirer l'aggro. Ensuite, les tanks qui couvrent l'intégralité de nos personnages, parce que tous ces persos possèdent une capacité activée qui permet, durant plusieurs tours, d'avoir des chances de couvrir entièrement l'équipe de toutes les attaques qu'ils sont censés recevoir. Donc le meilleur en la matière avec ses enchantements, eh bien c'est Warrior of Light, qui a 75% de chances de couvrir ses alliés. Et en plus, comme j'ai dit, il a une bonne survie. Grâce au buff qui s'applique en dessous de 30% de 6 points de vie, ça régène de HP et de MP, donc le personnage est idéal pour faire de la couverture de masse. Ensuite nous avons Charlotte qui, avec ses enchantements aussi, a un boost sur sa possibilité de couverture d'équipe. Par contre c'est que 50% de chance de couverture d'équipe, ce qui est un peu moins bien que Warrior of Light. Par contre elle a une meilleure mitigation de dégâts, parce que oui, à chaque fois ce sont des sorts qui permettent en plus au personnage de mitiger les dégâts, et Charlotte a une mitigation de dégâts de 50% du physique et de 100% du magique, donc c'est quand même plutôt bon. Ensuite nous avons Gladiolus qui lui aussi 50% de chance de protéger les alliés, mais qui a aussi une bonne mitigation de dégâts. Ceci étant, il est moins bien classé que Charlotte, parce que Charlotte possède aussi, avec ses enchantements, un passif qui lui donne des chances de résister à une attaque qui lui serait fatale. Donc en tanking, elle peut être un poil plus résistante que Gladiolus, même si lui possède des stats un poil plus élevés de par sa nature de natif 5 étoiles. Et en bas de liste, nous avons des personnages qui ont des capacités activées qui sont plus ou moins les mêmes. À chaque fois, c'est 20% de chance de couvrir l'intégralité de l'équipe. Donc là, ça se joue au niveau de la résistance pure. Rassler est un peu mieux placé que le Veritas de Terre, qui est un peu mieux placé que Libertus. D'ailleurs, Libertus, c'est qu'un personnage pouvant aller jusqu'au maximum 5 étoiles, qui n'a pas en plus une grosse mitigation de dégâts sur sa couverture d'équipe. Il est plus là pour l'exhaustivité que par réel intérêt, mais voilà. Il fallait le mentionner malgré tout. Ensuite nous avons les tanks, le classement de tanks donc pour la couverture d'un seul allié, pas de toute l'équipe mais d'un seul allié. En la matière, eh bien c'est Gladiolus qui est le meilleur, puisqu'il possède une capacité qui permet de couvrir à 100% un allié. Il faut l'activer par contre et choisir l'allié que l'on veut couvrir, mais ça c'est extrêmement intéressant, parce que lorsque un tank décide normalement de couvrir un allié, c'est par le biais d'un passif, donc on ne décide pas nous-mêmes de quel allié va être couvert, et quand un tank se met à couvrir un allié au cours d'un tour, il ne peut pas se déplacer vers un autre allié pour le couvrir également. Il reste figé sur le premier allié. Et parfois il pourrait très bien couvrir un personnage qui n'en a pas plus besoin que ça, ou qui est moins indispensable qu'un autre. Imaginez qu'il couvre un attaquant physique, alors qu'on aurait préféré qu'il couvre un soigneur, et que le soigneur se prenne une mauvaise baffe qui le tue. C'est frustrant. Gladiolus, lui, il n'a pas ce problème, puisqu'on peut choisir précisément, tiens, je veux couvrir à 100% le soigneur durant les 3 prochains tours, il n'y a pas d'embrouille, il le fera. Ensuite, eh bien, pour le reste des personnages, ça se joue avec les passifs, donc je disais des passifs de couverture, qui ont un certain nombre de chances de protéger un seul allié, de façon un peu aléatoire. Donc là, c'est juste le pourcentage de chances de couverture qui entre en ligne de compte. En deuxième et troisième position, eh bien, les meilleurs, ce sont Cécile et Mercenary Ramza, qui ont chacun 75% de chances de protéger un allié.
Et pour la suite, nous avons Charlotte, Rassler et Warrior of Light qui ont, eux, il me semble, 50% de chance de protéger un allié, voire peut-être même un peu moins pour Warrior of Light, je sais plus exactement. Mais bon, voilà, ça procra moins souvent, donc c'est un peu moins puissant. Et enfin, nous avons les tanks magiques. Donc pour l'instant, la liste est très petite, puisqu'elle ne comporte que 2 personnages, Mystère en première et Gladiolus en second, parce que ils ont tous les deux une capacité qui donc permet durant plusieurs tours de couvrir l'intégralité des alliés qui seraient censés se recevoir une attaque, mais une attaque magique. Parce que pour les autres tanks, lorsqu'on active cette compétence, ça ne fonctionne que pour le physique, alors que Mystère et Gladiolus, eux, ils ont un truc spécifiquement pour le magique. Donc Mystère est en première tout simplement parce que c'est un tank vraiment orienté défense magique pure, donc en stade de défense magique elle est meilleure que Gladiolus, voilà, il n'y a pas besoin de débattre davantage là-dessus. Mais ça sera certainement une liste qui évoluera à l'avenir, parce que des tanks magiques, je pense qu'il en faudra un peu plus pour de futurs combats, donc on peut espérer en voir d'autres débarquer à plus ou moins court terme. Voilà donc pour l'étude de cette tier list de Famitsu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis plutôt d'accord avec cette liste, il y a juste 2-3 petites modifications que j'aurais pu y apporter, mais voilà, elle est quand même suffisamment bien faite pour donner une idée plutôt claire du rôle de chaque personnage et de leur puissance au sein de ce rôle. Donc pour les gens à la fois sur la version globale qui auraient envie d'avoir une petite vision de l'avenir dans quelques mois et de se préparer à pull sur telle ou telle bannière, c'est intéressant, ainsi que pour les gens qui jouent tout simplement à Brave Exvius et qui auraient besoin de combler tel ou tel rôle en poulant un personnage précis. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Je tiens à signaler, avant de vous laisser, que cette vidéo a été réalisée en mai 2017. On est à la version 2.8 de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius, donc c'est vraiment une tier list faite à un instant T et qui sera bien entendu sujette à modification au fil des semaines et mois à venir. Donc auquel cas, lorsque la tier list sera vraiment pas mal chamboulée, et ben je pense que je referai une vidéo pour à nouveau parler du classement. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, eh bien elle sera a priori obsolète, hein. Vous pourrez l'oublier. Par contre, si vous la regardez peu de temps après sa sortie, eh bien vous pouvez en tenir compte, même si il faut se rappeler qu'une tier list c'est pas non plus une vérité absolue, c'est plus une aide pour légèrement vous orienter, plus que quelque chose à laquelle il faut absolument se fier. Le plus important sur un jeu comme Brave Exvius, c'est de se renseigner au mieux, regarder l'intégralité des compétences dont dispose un personnage, et d'en tirer ses propres conclusions. Et puis surtout une tier list, bon bah là c'est une tier list générale, mais après au cas par cas, suivant les personnages que vous possédez, un personnage en particulier pourra être plus intéressant qu'un autre en fonction des synergies qui peuvent s'ajouter dans votre équipe, etc. Bref, soyez curieux, essayez au maximum de vous renseigner sur le jeu, hein, il le mérite, mais j'espère que malgré tout, ça aura aidé certains à y voir peut-être un peu plus clair sur les échelles de puissance des personnages de la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Bref, sur ce, je vous laisse, et je vous fais des bisous moustachus en vous souhaitant bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.